Nous allons donc continuer notre panel avec la présentation de Xavier Larquin-Doucet qui s'intitule « L'essor de la mobilité étudiante au sein de la francophonie mondiale, la coopération au service de l'ambition, 1960 à nos jours ». Je vous cède la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le sujet qui s'intitule « L'essor de la mobilité étudiante au sein de la francophonie mondiale, la coopération au service de l'ambition, de 1960 à nos jours environ ». Donc, depuis le début des années 2000 au Québec, de virulents débats concernant divers éléments liés au domaine de l'éducation vont défrayer les manchettes, notamment en enflammant les passions autant des étudiants, parents, professeurs, politiciens. Parmi ceux-ci, ces sujets-là, on trouve entre autres l'enseignement de l'histoire nationale sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, le printemps érable pour s'opposer à la hausse des droits de scolarité, la problématique de la reconnaissance des diplômes et la mise en place du cours d'éthique et culture religieuse dans les écoles, pour ne nommer que quelques-uns des sujets de débat. Dans l'ombre de tous ces sujets qui font couler beaucoup d'encre, on trouve des ententes de coopération éducative qui sont signées par des gouvernements, des organisations transnationales et des universités, soit en groupe ou elles-mêmes, afin d'encadrer un élément particulièrement en vogue depuis le tournant du siècle, qui est la mobilité étudiante. Un peu pour recentrer la problématique qu'il va avoir, que je vais aborder, ça serait de dire qu'on va parler un petit peu du développement de la diplomatie éducative québécoise. C'est quoi les impacts de la coopération au sein de la francophonie et comment ces ententes-là de coopération vont affecter la mobilité étudiante. Avant de parler un peu plus spécifiquement de la mobilité étudiante, il convient un peu de revenir aux éléments qui ont permis et qui permettent encore à cette mobilité-là de pouvoir avoir lieu. Tout d'abord, vous vous demandez certainement qu'est-ce que ça veut dire la diplomatie éducative. Dans le fond, c'est un terme qui a été élaboré par le spécialiste des relations de coopération entre le Québec et la France, Samy Mesli, qui est chargé de cours à l'université à l'UQAM. C'est un terme qui suppose l'ensemble des activités internationales, transnationales menées dans le domaine particulier de l'éducation, des activités qui ont posé les bases de la politique extérieure québécoise en éducation. Donc, pour faire un peu un retour au contexte historique, on peut retourner à l'élection du gouvernement libéral de Jean Lesage en juin 1960, qui marque le point de départ de réformes qui allaient devenir emblématiques de ce qu'on allait plus tard nommer la Révolution tranquille. Parmi les nombreuses réformes qui sont à l'agenda de cette nouvelle administration-là, on y trouve notamment la refonte du système éducatif. N'ayant presque subi aucun changement depuis le règne de Maurice Duplessis, la situation était assez critique. Seulement 30 des élèves inscrits en première année atteignaient la 9e année et seulement 14 la 11e année. Donc, on voit que l'arrivée des enfants nés du baby-boom de l'après-guerre va remettre à l'avant-scène les besoins criants en matière d'éducation. En 1959, par exemple, la participation financière du gouvernement du Québec est seulement de 35 elle couvre seulement 35 les dépenses nécessaires pour l'éducation. Donc, il y a un gros manque à gagner dans ce qu'on doit avoir. Afin de pallier aux graves problèmes de financement, justement, qui affligent ces structures scolaires québécoises, on va créer un nouveau ministère en 1964, le ministère de l'Éducation du Québec, qui va être avec Paul Gérin-Lajoie qui va être à sa tête à ce moment-là. Ensuite, après d'intenses négociations qui vont s'étirer pendant à peine un an, on va enfin en arriver avec une première entente de coopération entre la France et le Québec. Ils vont réussir leur pari en signant une grande entente le 27 février 1965 à Paris, l'entente entre le Québec et la France sur un programme d'échange et de coopération dans le domaine de l'éducation. Cette entente historique-là, dans le fond, va être approuvée par le gouvernement canadien parce qu'on s'entend que c'est une province qui fait une entente avec un autre pays, ce qui n'est pas nécessairement la norme. Normalement, c'est plutôt des pays qui vont les deux se faire des ententes ensemble, mais puisque c'est singulier ici dans ce cas-là, c'est accepté par le gouvernement canadien. C'est aussi historique dans la mesure parce que ça ne suit pas les traditions diplomatiques normales. En fait, ça va s'apparenter plutôt à un procès verbal amélioré. Ça va comporter 9 sections, puis on va parler de toutes sortes de sujets qui sont importants de soit régler au moment même ou de s'attarder à ça pour le futur pour s'assurer que la coopération puisse toujours fonctionner.
On va voir un peu dans la citation suivante, c'est quoi un peu le but général qu'on va dire dans l'entente. Ça va être « En vue de renforcer la coopération du Québec et de la France, il est convenu d'organiser un système d'échange concernant les chercheurs, en particulier dans les domaines de la science et de la médecine, les professeurs d'université, les étudiants titulaires d'un diplôme équivalent au moins à la licence, les professeurs d'école normale et d'école technique. » Donc, on regroupe un peu tous les gens qui sont impliqués dans cette première entente-là. On veut inclure tous les gens qui sont reliés de près ou de loin au domaine de l'éducation dans cette entente-là. Ensuite, alors que les années 1960 au Québec, c'est vraiment des années qui sont marquées par une impulsion décisive, la décennie suivante va représenter un peu la continuité de ça. Sous le gouvernement libéral de Robert Bourassa, une nouvelle entente de coopération avec la France va être signée en 1974. Elle va venir un peu bonifier la précédente entente en y ajoutant notamment les domaines de l'industrie, des transports et des communications. Même si la France demeure le principal partenaire du Québec et un membre extrêmement influent au sein de la francophonie mondiale, évidemment, il serait faux de croire que le Québec n'avait pas d'autres visées pour créer des liens dans le domaine de l'éducation avec d'autres parties. En effet, dès 1967, on va voir que le Québec va créer des liens avec la Louisiane, la Belgique, la Tchécoslovaquie et la République fédérale d'Allemagne, pour n'en nommer que quelques-unes. Le rapport annuel de 1972 du ministère de l'Éducation du Québec laisse entrevoir la forte volonté du Québec d'améliorer son propre système éducatif, qui subit déjà des très profonds changements à ce moment-là, tout en contribuant au progrès de l'éducation dans des pays qualifiés comme en voie de développement. Donc, on sent une espèce de mission de aussi, pas seulement améliorer son système à eux, mais aussi les autres systèmes à travers la coopération. On a 3 articles ici qui sont listés sur le PowerPoint, dans le fond, qui représentent un peu l'ensemble des visées du Québec en termes de coopération en éducation. On peut, juste pour lire, par exemple, la première, c'est promouvoir le développement de l'éducation au Québec et à l'étranger, en favorisant par des échanges l'accès aux ressources complémentaires de chacune des parties. Donc, on veut que ça soit donnant-donnant. Les deux vont se donner des avantages de chaque côté. Par exemple, le plus grand succès de cette décennie-là, c'est vraiment l'accession du Québec aux institutions à proprement dit de la francophonie, des institutions qui sont transnationales. Avec les ententes de 1965 et 1974, le Québec est invité par la France à siéger à la Conférence des ministres francophones de l'éducation en tant qu'État souverain, même s'il n'en est pas un. Donc ça, c'est une autre particularité. Aussi, en se joignant à l'Agence de coopération francophone en tant que gouvernement participant en mars 1970, le Québec affirme son rôle important au sein de la francophonie en participant à la diffusion d'idées au sein de cet organisme non politisé axé vers la circulation des idées en éducation et en culture. Pour aller maintenant plus sur le sujet directement, on peut y voir que la mobilité étudiante, c'est à partir des années 70, la popularité grandissante des déplacements à l'international peut vraiment être constatée, notamment par les évolutions qui ont lieu dans le monde des transports et des communications qui simplifient et qui incitent par le fait même à une plus grande circulation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et illustrent une augmentation importante et constante. On dénombrait le nombre de migrants étudiants internationaux à 81 millions en 1970, 155 millions en 1990 et 191 millions en 2005. La mobilité étudiante, qui est bien souvent étudiée à l'échelle internationale avec raison, mais elle doit aussi être considérée comme un sujet parfois d'ordre national et même local. En effet, dans un article publié en 1995, dans un numéro spécial de la revue Éducation et francophonie, le professeur Louis-Gabriel Bordelot de l'Université d'Ottawa insiste sur l'importance de l'école locale, qui doit occuper une place de premier ordre puisqu'on le reconnaît qu'elle a contribué de façon significative à la survie et au dynamisme de la francophonie. Ce qui veut dire par là, c'est que les élèves, dans le fond, qui fréquentent ces écoles locales-là, vont permettre de diffuser la langue et les valeurs prônées par la francophonie à travers le monde lorsqu'ils profitent des programmes de mobilité qui leur sont offerts. Ce qui est une question aussi assez importante, ce qu'on oublie souvent, c'est pourquoi les gens veulent se déplacer. La majorité des études vont beaucoup vouloir quantifier le nombre d'étudiants qui se déplacent, où ils vont, tout ça, mais peu vont prendre le temps d'exposer les vrais facteurs personnels, sociaux qui poussent les étudiants à se lancer à l'aventure. Tout d'abord, les jeunes étudiants, comme bien d'autres types de migrants, vont être de plus en plus exposés à des images de l'étranger et d'outre-mer. Ça élimine un peu les frontières, dans le fond, dans leur esprit. Les social imaginaries, que certains chercheurs vont nommer,
vont être les expériences passées de mobilité, telles que l'impact d'un voyage à l'enfance, un élément qui a été démontré comme étant très influent dans la décision d'un enfant de poursuivre son éducation à l'étranger, et des situations personnelles d'élèves qui ont des membres de leur famille, par exemple, qui peuvent résider à l'extérieur du pays. C'est toutes des raisons qui peuvent pousser les étudiants à considérer la mobilité comme une possibilité dans leur cheminement. Aussi, des recherches récentes vont démontrer qu'un nombre grandissant de jeunes femmes et jeunes hommes développent leur identité propre à travers les expériences de mobilité étudiante. Ils vont s'intégrer de façon immersive dans leur nouvel espace culturel. De plus, pour certains autres, ça va être le synonyme d'un avantage sur d'autres candidats. Lorsque ça va être le temps d'entrer sur le marché du travail, les qualifications internationales, selon eux, vont leur donner un grand avantage dans leur emploi. Et aussi pour se faire accepter dans des grandes écoles si on veut poursuivre les études. Il y a 2 principaux axes qui gèrent la mobilité étudiante. Le premier axe, c'est pour, on pourrait dire, les institutions académiques qui vont vouloir pourvoir à ces programmes coopératifs en éducation-là. En plus des gouvernements, un grand nombre d'organisations non gouvernementales transnationales vont mettre en branle des stratégies de mobilité étudiante. Les universités vont conclure des ententes de coopération dites institutionnelles entre elles afin de faciliter les échanges étudiants entre leurs établissements. Les échanges étudiants, notamment organisés par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec, CREPUC, en sont un exemple, alors qu'ils représentent environ 25 des étudiants québécois inscrits dans les universités en France. Donc, on voit que ça a quand même une certaine portée, ce programme-là. Certaines universités aussi, dans l'optique de favoriser la mobilité étudiante individuelle, c'est-à-dire des étudiants qui ne sont pas affiliés à des programmes spécifiques, tels que la CREPUC, vont offrir des systèmes de performance et d'évaluation standardisés permettant aux étudiants étrangers de mieux s'adapter à leur nouvel environnement universitaire et, avec une meilleure adaptation, on tente de vouloir attirer plus d'étudiants dans leurs écoles. Au sein de la francophonie, plus précisément, des organisations transnationales telles que l'Agence universitaire de la francophonie, par exemple, ou la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage vont signer des ententes coopératives avec le gouvernement du Québec, donc une organisation transnationale qui signe avec un gouvernement pour permettre de pallier à la demande de ce fort essor de mobilité étudiante, notamment dans l'entente de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation entre le gouvernement du Québec et l'agence universitaire. La compréhension de cette réalité-là va être assez probante. On peut le voir dans le PowerPoint. Ça va être désireux de satisfaire le plus efficacement possible ces besoins de formation et de maximiser les retombées des actions de coopération par la mise en place d'un cadre régissant la collaboration en matière de mobilité étudiante entre le Québec et l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, on le dit clairement que c'est ça le but, dans le fond, de cette entente-là. Il va en être de même pour l'autre entente signée en 2004 avec la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage. Le second axe, qui est souvent le nerf de la guerre, comme certains vont le dire, c'est les considérations économiques. On peut dire qu'en offrant un soutien financier aux étudiants grâce à des bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires qui doivent normalement être acquittés par les étudiants étrangers, le gouvernement du Québec et les organisations transnationales s'attaquent véritablement à un des aspects qui pourrait le plus influencer la décision d'un étudiant de se prévaloir ou non d'un programme de mobilité, c'est évidemment l'aspect financier. À titre d'exemple, les ententes signées par le ministère de l'Éducation du Québec avec la France en 1978 va faire que les étudiants français vont payer le même montant que les étudiants québécois. Et avec des pays africains membres de la francophonie, tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, dès 1979, vont faciliter et favoriser la venue d'étudiants au Québec. Ces accords, qui vont être conclus notamment avec plus de 20 États africains, vont permettre d'exempter les étudiants étrangers des frais de scolarité exorbitants qui leur sont imposés, leur permettant de payer les mêmes frais que les étudiants québécois dans l'université québécoise. De plus, les universités elles-mêmes vont inventer des programmes de bourses qui permettent à des étudiants de l'étranger de venir étudier dans leur établissement. Malgré ces mesures, donc je n'ai pas pu tous les détailler, on peut voir qu'une problématique importante va toujours rester aussi dans la décision ou non de participer à un programme, c'est le problème de l'équivalence des diplômes. Dans la toute première entente de coopération de 1965, dont on parlait tout à l'heure, les deux partenaires qui sont liés par
par cette entente-là vont dire qu'il faut porter une attention très particulière à la question de l'équivalence des diplômes dans le futur. Par contre, ce qui est un problème, c'est qu'on ne s'est jamais vraiment prévalu de ce qu'on devait faire, c'est-à-dire on n'a jamais réglé cette question-là. Pourtant, comme on va dire, le consulat de France va dire que juridiquement, il n'y a pas d'équivalence entre les diplômes québécois et les diplômes français à ce jour. À titre d'exemple, un étudiant québécois ayant obtenu un diplôme de baccalauréat au Québec qui désire aller en France afin d'y poursuivre son cheminement aux études supérieures est soumis à un processus décisionnel du président ou du directeur de l'établissement en France qui va décider, qui va être souverain de sa décision de valider ses études précédentes. Donc, c'est un peu du cas par cas. En somme, la seule équivalence reconnue sans condition entre ces deux partenaires, qui sont pourtant des partenaires de longue date et très solides, ça va être le diplôme d'études collégiales québécois et le baccalauréat français qui donne accès aux études universitaires de premier cycle en France et au Québec, ce qui représente une évolution bien mince, on va le convenir, depuis 1965. La non-résolution de cette question-là va être foncièrement associée aussi à une autre problématique qui est la mobilité professionnelle. Si votre diplôme n'est pas reconnu, bien, peut-être votre emploi ne le sera pas non plus. Donc, c'est par contre dans cette optique-là qu'en 2008, on va signer une entente entre le Québec et la France sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, ce qui va affecter la mobilité professionnelle qui est indirectement liée à la mobilité étudiante. Les arrangements de reconnaissance mutuelle contenus dans cette entente vont viser 36 métiers liés à l'artisanat et 28 professions. Cet accord bilatéral, qualifié d'unique par sa teneur et son ampleur, n'a pas d'équivalent au niveau international hors Union européenne et vise à encourager la mobilité professionnelle entre les deux parties. Je vous ai mis quelques exemples d'un tableau qui est tiré du site web du Consulat de France dans lequel on a des équivalences qui, eux, sont reconnus de façon professionnelle. Donc, si vous étudiez dans un domaine qui débouche vers cet emploi-là et que vous voulez transférer de pays, bien, pour ces emplois-là, c'est possible. Il y en a plusieurs qui sont listés. Il y a, par exemple, comptable, infirmier ou évaluateur agréé. Il y en a plusieurs autres. Aussi, il y a des métiers liés à l'artisanat, comme je parlais, il y en a quelques-uns qui sont reconnus comme être boucher, boulanger, boulangère, maçon, etc., peintre, serrurier, serrurière. Donc, tous ces métiers-là qui sont plus niveau métier dans la loi vont être reconnus aussi. En fait, en conclusion, au final, propulsé par l'ambition et aidé par les diverses ententes de coopération qui offrent notamment des conditions favorables et du soutien financier, les étudiants d'aujourd'hui qui désirent se déplacer possèdent plus que jamais quand même les outils qui facilitent la réalisation de leur ambition et de leur visée. En effet, en marge d'une rencontre tenue entre le premier ministre du Québec, François Legault, et du président français Emmanuel Macron en janvier 2019, la France mentionnait qu'elle désirait voir plus encore d'étudiants québécois accéder aux institutions universitaires, particulièrement les grandes écoles qui, elles, n'offrent présentement pas de régime particulier pour les étudiants québécois. Pour y arriver, on y mentionne une éventuelle révision des droits de scolarité des étudiants visant les étudiants de la belle province afin de rétablir l'équilibre qui est très fortement en faveur des étudiants français au Québec plutôt que l'inverse. Il convient de rappeler qu'une décision datant de 2015 du gouvernement Philippe Couillard avait pour effet aussi de ramener les droits de scolarité des étudiants français au niveau des étudiants canadiens hors Québec plutôt que payer les mêmes frais que leurs homologues québécois, une mesure qui avait notamment été adoptée en 1978. Pourtant, comme le montrent les chiffres compilés dans le plus récent rapport annuel de 2018 du Bureau de la coopération universitaire du Québec, ces changements-là n'ont pas vraiment affecté le nombre d'étudiants. On peut voir que c'est en constante hausse depuis quelques années. C'est le nombre d'étudiants étrangers dans les universités québécoises. On va même dire que les augmentations, les en pourcentage ici, c'est de 6,4 en 1 an, 18 en 3 ans, 37 en 5 ans. Un étudiant sur 7 fréquentant les universités québécoises n'est pas citoyen canadien ni résident permanent. Donc, on voit que les programmes, même s'ils ont des failles, vont quand même mener à une certaine réalisation de l'ambition des étudiants. Et ça n'échappe pas notamment au processus actuel de globalisation et d'internationalisation qui caractérise le monde actuel. Donc, c'est tout.